ce que je voulais vous montrer les potes. Là on est sur Spotify et là vous voyez ma grosse tête. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai lancé un podcast qui s'appelle Investia, pour ceux qui l'ont vu, qui est basé essentiellement sur tout ce qui va tourner autour d'investissement, d'économie, un peu de crypto aussi, mais ça va être un petit peu plus large que simplement de la crypto. En fait, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là pendant longtemps, mais bon, ma chaîne elle est quand même orientée crypto, c'était compliqué, donc j'ai créé un podcast là-dessus. Et j'ai mis les 5 premiers, 5 premiers sujets pour l'instant, qui sont sortis, donc vous voyez qu'il y avait de tout, comment j'investirais 10 000 euros pour générer 10% de rendement, l'histoire de la première bulle, la bulle des tulipes, le fonctionnement du crise économique et comment tirer profit. Les gens sont vraiment contents, donc j'attends vraiment vos retours pour ceux qui sont allés les voir, mais elles sont aussi dispo sur ma chaîne, la vidéo si vous voulez. Donc en gros j'ai mon plan et je lis mon plan. Il y a des gens qui m'ont reproché ça d'ailleurs, j'étais en mode mais les mecs, vous voulez que j'apprenne 34, 23, 33 minutes de script par cœur ou c'est comment? Donc vous pouvez aller le voir, mais surtout j'ai une mission pour vous. C'est qu'en gros, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de ce midi, je pense que l'algorithme de Spotify met beaucoup en avant les nouveaux podcasts, parce qu'en général les gens qui lancent des podcasts c'est des créateurs déjà connus et du coup ils savent que y a certains nouveaux podcasts qui peuvent être mis en avant. Mais comment ils mettent en avant les nouveaux podcasts? Je pense que c'est par les likes. Donc les potes, est-ce que vous pouvez me rendre un service et vraiment prendre votre téléphone, parce que c'est que sur téléphone, pas sur ordi, aller sur Spotify, taper Investia et mettre un petit 5 étoiles au podcast. Je pense que ça peut propulser le podcast et franchement ça m'aiderait vraiment énormément. Si vous pouvez le faire, ça vous prend 2 secondes et ça serait vraiment trop cool qu'on puisse un petit peu propulser ça parce que c'est long de lancer un podcast. Un petit point sur le marché. Bon, on est dans une période, comme je vous l'ai dit au début de live, où tout le monde est extrêmement fatigué, extrêmement lessivé, le fear and greed il est pas top. C'est voilà, c'est exactement ça. C'est qu'en gros, on oscille dans l'espoir de revenir à des niveaux corrects et finalement non. Donc on est vraiment, en gros, c'est le fear and greed entre 30 et 50 globalement, où on est comme ça. Et on a eu un mois d'août assez délicat, assez catastrophique, et on peut se demander ce qui se passe actuellement. Déjà, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je le redis, mais je trouve que si c'est le cas, les institutionnels et tous les whales, tous les gros portefeuilles qui voulaient acheter avant tout le monde, on fait un travail assez colossal pour créer de la peur sur les marchés. C'est vraiment assez impressionnant. Ça me rappelle un peu une vibe de 2019, où en gros, il y a eu un gros Ponzi, là, qui s'est créé sur un projet chinois, je sais plus comment ça s'appelait, et qui a aspiré énormément de liquidités sur Bitcoin. Donc, le Bitcoin est littéralement passé de globalement 3K à 13K. Et on a eu une grande période jusqu'au crash Covid, donc qui a duré quand même un bon moment. Si vous regardez, là, on est en juillet, donc de juillet jusqu'au crash Covid en mars, on est passé globalement de 12 000 $ à 5 000 $ au plus bas, et ça me rappelle exactement cette période où on a une sorte de news assez bullish, surtout sur Bitcoin, où tout le monde un peu commence à s'affoler, tout le monde commence à penser que voilà, les choses vont aller très vite, et finalement pas du tout, et on a une grande période où ça y est, grande désillusion sur les marchés avant le crash Covid qui a été un peu le bottom ultime de cette période-là, puis repartir à la hausse. Mais c'est pas un scénario qui est vraiment à éviter, dans le sens où actuellement tout fait sens, je vous le rappelle, mais on est quand même dans une période où, d'un point de vue temporel, c'est pas encore maintenant que le bull run peut se déclencher, c'est pas encore maintenant qu'on peut aller chercher des nouveaux sommets. Il y a plusieurs scénarios, évidemment, on va le voir. Il y a le scénario du mois d'octobre, il y a le scénario où la politique économique et monétaire est propice pour un bull run en fin d'année et un ATH en fin d'année, il y en a quelques-uns qui pensent comme ça. Il y a le scénario de pas de bull run qui existe, qui est dans un monde parallèle existant, même peut-être notre monde, on sait pas. Mais il y a aussi le scénario, et c'est surtout celui-là, parce qu'en fait, les deux d'avant, j'ai envie de vous dire, nos positions, elles sont là. Mais il y a aussi le scénario où il reste encore peut-être 6 mois de il se passe rien, on redescend, on monte, on va à 40K, on monte à 50, on va à 45, on monte à 55, avant qu'il se passe quelque chose et avant qu'on ait vraiment un système assez propice à une prise de valeur de Bitcoin à long terme et à de la capture de liquidité. Même si évidemment c'est pas du tout le scénario rêvé, même si évidemment beaucoup de gens essayent de mettre ça de côté, c'est quand même quelque chose de largement plausible. Et c'est pour ça que oui, évidemment que ça demande vraiment beaucoup d'énergie, mais c'est pas parce que c'est dur que c'est fini, malheureusement. C'est pas parce que là on souffre, et ceux qui étaient là en bear market vous le savez, c'est pas parce qu'on souffre que c'est terminé. Et je voulais simplement qu'on parle de ça rapidement. Dans un marché financier, il y a du mérite sur la patience, mais par contre, c'est pas parce que là on a souffert pendant cette période-là depuis globalement avril-mai, que maintenant qu'on est fatigué, on mérite que Bitcoin aille à 100K. Ça marche pas comme ça malheureusement, et je pense qu'on doit quand même être alerté à simplement attendre encore et encore jusqu'à potentiellement la fin de l'année, potentiellement le début de l'année prochaine, potentiellement plus. C'est assez difficile. Mais
en attendant, on a quand même un mois de septembre qui peut nous offrir beaucoup d'opportunités. Alors, 3 dates qui sont vraiment très très importantes à retenir. On a la première date qui est le vendredi 6 septembre, donc vendredi là, avec le non-farm payrolls et le taux de chômage. Alors les non-farm payrolls, c'est le nombre de nouveaux emplois qui sont créés ce mois-ci en excluant le secteur agricole. Pourquoi c'est un peu plus intéressant à regarder que le taux de chômage? Bah, tout simplement parce que ça permet d'avoir un chiffre clair et surtout d'avoir une idée des nouveaux emplois qui sont créés. Au mois d'août, on avait des attentes à 176 000 nouveaux emplois créés, on a eu 114 000, donc vous savez que le taux de nouveaux emplois est extrêmement... c'est un peu le baromètre de l'économie, les nouveaux emplois. Donc il y a 2 éléments, il y a l'inflation et le taux d'emploi. Mais en tout cas, on était bien en dessous et on attend quelque chose d'un peu plus cohérent pour ce mois-ci, avec des attentes à 164 000 nouveaux emplois qui sont créés. Ensuite, on a le mercredi 11 avec le CPI, le Consumer Price Index. Je prends des cours d'anglais en ce moment, c'est pour ça que je me le permets. L'indice des prix à la consommation, c'est littéralement l'indicateur de l'inflation. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'inflation, c'est pas le nombre de nouveaux billets en circulation, comme beaucoup de gens le croient encore, d'ailleurs. L'inflation, c'est la hausse généralisée et continue des prix des biens et des services. Et le CPI, bah, tout simplement, il évalue en mesurant globalement le pouvoir d'achat des consommateurs, genre pour la bouffe, pour le logement, pour l'énergie, pour les loisirs, etc. Et c'est pour ça que, par exemple, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était très inquiétant de voir des entreprises comme McDo ou comme Starbucks faire des mauvais bilans au 2e semestre de cette année, parce qu'en fait, ça montre globalement le type de consommation et le niveau de consommation des gens qui a diminué et donc qui est assez représentatif de tout ça. Donc globalement, comment on calcule le SCPI? Ben, on collecte les datas pour un ménage classique avec la bouffe, l'essence, les courses et tout. On pondère les catégories, par exemple le logement et l'alimentation, je crois, ont un coefficient qui est plus haut et on le met sous une forme d'indice. Là, on voit que le CPI, il est à 2,9% actuellement, donc on est dans une politique de désinflation. La Fed a une target de 2%. Si on a des signaux qui sont positifs, ça veut dire que la politique de désinflation se passe bien et qu'on va pouvoir se concentrer sur l'autre domaine qui est l'emploi. Il faut vraiment comprendre que la Fed, elle a 2 objectifs. La Réserve fédérale a 2 objectifs, pas plus. C'est l'inflation et c'est l'emploi. Le PIB, la croissance, les actions, etc., elle en a rien à battre. C'est l'inflation et l'emploi. Donc ça, c'est la deuxième alerte qu'on doit mettre le 11 septembre. Et ensuite, on a le fameux 18 septembre avec fameux pivot de la Fed. Est-ce que la Fed va baisser ses taux d'inflation? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, la politique, elle est assez différente. C'est quasi sûr que les taux vont baisser. Maintenant, de combien? Et attendez, j'avais un petit lien que je voulais vous montrer. Polymarket qui price, donc Polymarket, marché de prédiction qui permet un peu d'avoir une idée aussi des tendances de marché, qui price à 63% une diminution de 0,25% des taux d'intérêt et à 35% de 0,5. Donc globalement, on a entre 60 et 70% de chances d'avoir une baisse de 0,25 et 35% d'avoir une baisse de 0,5. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une baisse de 0,5? Oui et non. Parce que, en fait, si la Fed vient baisser de 0,5 points d'un coup, ce qui est contre ce que le marché avait pricé, le marché price 0,25. Si la Fed vient baisser de 0,5 points, la traduction de ça, c'est « Ok les gars, on sait que le marché a pricé 0,25, mais c'est tellement la merde qu'on est obligé de faire 0,5. » Et donc, ça serait pas un indice de « Ouais, ils ont baissé de 0,5, trop cool, les prêts vont être moins chers, il va y avoir beaucoup plus de liquidité, de monnaie en circulation. » Ça va être « Oh putain, ils ont baissé de 0,5, là c'est vraiment la merde, est-ce qu'on a vraiment envie de rester sur les actifs à risque? » Et donc, on n'a pas spécialement envie d'avoir une baisse de 0,5. Donc, on n'a pas spécialement envie, en fait, d'avoir une baisse de 0,5 points. Nous, ce qu'on a envie, c'est d'avoir une sorte de marché baissier des Les gars, quand je vous dis que je bug, c'est pas des blagues de mecs qui habitent à Paris, qui a genre 800 de débit au lieu de 950. Oh là là, c'est terrible, j'ai figé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est horrible. Genre, c'était même pas genre j'ai plus de connexion et quoi, une mort lente. C'est-à-dire qu'il y a un problème, genre j'ai entendu, tu sais, le truc quand tu enlèves ta clé USB là, et là, plus rien marchait. Ma caméra elle marchait pas, ma souris elle marchait pas, mon micro il marchait pas, mon clavier il marchait pas, donc je voyais le chat, bug et tout, et je pouvais rien faire. Et du coup, j'ai dû relancer et remettre. Je voulais vous montrer ça. Un postulat intéressant, ça pourrait être de dire en fait, toutes ces histoires de Fed, là, de rate cuts, de taux de chômage, de pivot, etc. C'est bien mignon, mais la seule chose qu'on aimerait pour que Bitcoin finalement puisse aller chercher des nouveaux sommets, c'est de la liquidité disponible. Et là, vous avez une charte que je trouve très intéressante. En noir, vous avez le prix de Bitcoin. En bleu, grosso modo, vous avez la quantité d'argent disponible dans le monde entier. Donc la M2 Global Supply, l'argent disponible partout dans le monde. Et
Surtout, en vert et en orange, là, vous avez l'évolution de la croissance. Donc en gros, de l'impression de nouveaux billets, globalement. Et bah vous voyez que, dans cette période-là, Bitcoin est allé chercher des nouveaux sommets, ici, là, que Bitcoin a croisé le money supply. Bitcoin est allé chercher de nouveaux sommets, juste après qu'on ait eu une tonne d'impressions et donc de liquidités toutes fraîches. Et là, on voit que pour l'instant, Bitcoin, il est un peu piégé là dans cette zone de politique monétaire un petit peu neutre. Et finalement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais l'objectif ultime et unique pour que Bitcoin reparte à la hausse, c'est qu'on aille chercher de nouvelles liquidités, qu'on crée de nouvelles liquidités et qu'on attende de nouvelles liquidités pour espérer aller chercher de nouveaux sommets. Et objectivement, cette théorie se tient, vous voyez. Et je pense que c'est pour ça que ce qu'on disait au live de tout à l'heure peut aussi être valable, c'est que on n'est pas à l'abri d'attendre 6 mois de plus. Désolé les potes, c'est pas moi qui décide quand le bull run arrive, j'essaie juste de faire des prédictions et des estimations, mais on n'est pas à l'abri potentiellement d'attendre 6 mois de plus avec des prix qui oscillent entre globalement 40 et 60 000 $. Il se passe pas grand chose sur les alts ni sur Bitcoin parce que on attend justement cette liquidité fraîche qui pourrait arriver et on pourrait très bien partir du principe que les liquidités disponibles sont déjà positionnées sur Bitcoin et n'arriveront pas. Donc cette charte j'ai trouvé intéressant parce que j'ai l'impression que personne en parle trop alors que finalement c'est assez représentatif. Vous voyez? Genre, regardez, là, les deux gros sommets là qu'on a eu. Impression monétaire de zinzin, Bitcoin qui va chercher de nouveaux sommets ATH, 18 000 et quelques, donc bull run de 2018. Et là, impression monétaire de méga zinzin, et Bitcoin qui allait chercher de nouveaux sommets avec le bull run. Là, bon, on va pas spéculer, mais on est dans une période où potentiellement on peut avoir cette politique de baisse des taux d'intérêt, ce cycle baissier des taux d'intérêt qui peut nous emmener à une impression monétaire et qui peut... Pourquoi la liquidité fraîche arrive quand on a une baisse des taux? Tout simplement parce que, je sais pas si vous le savez, d'ailleurs on le dit dans le podcast, ah non, il est pas sorti encore, il y a un podcast sur la création monétaire qui arrive, sur comment est créé l'argent, et en fait la conclusion finale c'est que l'argent ne vient que des crédits. L'argent est créé uniquement à partir des crédits, la fameuse planche à billets de la Fed. Et je pense que du coup le fait d'utiliser le mot planche à billets, c'est très visuel, mais c'est pas extrêmement représentatif, mais... Simplement, la planche à billets de la Fed, c'est pas genre la Fed qui imprime les nouveaux billets et qui informatiquement les drop dans la supply. C'est les crédits qui créent la monnaie. Et donc forcément, si les crédits sont plus accessibles, plus de monnaie est créée. C'est pour ça que les politiques monétaires de baisse des taux d'intérêt et de hausse des taux d'intérêt sont extrêmement scrutées. Voilà pour le petit point sur tout ça.